d'aller sur la suite, moi ce qui me frappe, et j'ai pas du tout préparé cette partie de la présentation, c'est non seulement le contenu du projet, enfin j'espère que vous êtes convaincus qu'on est sur un projet dimensionnement, sur un projet qui a de la gueule, sur un projet qui est utile, sur un projet économique, sur un projet écologique, enfin tout ce qu'on a déjà énoncé, mais avec une patte humaine, avec au centre de tout ça des femmes et des hommes qui portent ce projet. Et l'idée que l'exercice du CMD, comme je le disais tout à l'heure, c'était évidemment de poser le stylo et de dire ok, on est qui, on va où, pourquoi on va réussir, quelle est notre feuille de route, mais c'est aussi de vous montrer qui les porte et comment ils les portent. Et moi je crois que ce qui se dégage de cet exercice, au-delà des caractères un peu exceptionnels de ce qu'on est en train de faire, parce qu'on peut, je crois, légitimement être fier d'être un acteur très novateur et très potentiellement puissant dans le mix énergétique, c'est vraiment le but. Eh bien, ces présentations sont empreintes de beaucoup de belles choses par les personnes qui portent ces projets. Et évidemment, pour moi, c'est fondamental, c'est plus qu'une fierté, c'est un gage de réussite et de succès. Et il y a 3 choses qui ressortent des présentations, au-delà encore une fois du potentiel des projets, qui sont un peu différents et pour autant ils ont cette colonne sous-sol et géothermie. Il n'y a pas moins de potentiel dans ce que porte Grégory que dans ce que porte Christophe, c'est différent, c'est des échelles de temps différentes, c'est des produits différents, avec des typologies de risques différents, mais c'est très très complémentaire. C'est la thèse géothermie avec un S, expertise, territoire, énergie, écologie. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et puis, il y a 3 choses qui ressortent de ces présentations. Pour moi, c'est une bonne dose d'engagement. Moi, je sens des personnes qui ont vraiment envie d'aller au bout de ces projets, avec les difficultés inhérentes, évidemment, à des projets de taille industrielle, de l'ambition. On n'ira pas loin sans ambition, parce que, évidemment, quand on voit les capex, quand on voit les difficultés, entre guillemets, techniques, ou en tout cas les étapes à franchir, il faut beaucoup d'ambition et beaucoup d'humilité. Et ça me plaît, parce que je retrouve ce que je vois dans mon rôle d'administrateur d'un club de rugby. Et l'analogie est pas si bête, parce que les clubs de rugby, ils ont dû se professionnaliser, ils doivent gagner, et ils doivent être économiques. Ils doivent gagner de l'argent, sinon ils crèvent, ou ils sont relégués. Et bien si on n'a pas ça, de l'humilité, de l'engagement et de l'ambition, on ne va pas sur le terrain. Parce qu'on prend cher, et surtout on ne gagne pas, on le voit tous les week-ends. Et en revanche, l'alchimie de ces ingrédients font que, à l'exemple de Pau, on est sur le podium d'un top 14 et on rêve de phase finale. C'est exactement ce que je lis dans le discours et ce que j'entends dans le discours de mon équipe, et ça j'en suis très heureux. Je pense que c'est un des meilleurs gages de réussite, au-delà du fait que je suis, moi, un fervent convaincu qu'il n'est de richesse que d'hommes, et que sans cela, on se lève aussi pour ça. Le contact des territoires est immensément riche. On trouve des gens en Alsace, en Auvergne, dans le sud-ouest, à Paris, etc. Tous les jours, on découvre la spécificité des territoires, et c'est aussi pour ça qu'on bosse. C'est une des richesses du projet, également, cette notion de territoire. Thierry l'a dit tout à l'heure, et l'a bien dit, donc je ne vais surtout pas revenir sur ce qui est à gauche de la frise. Tout ça, c'est fait. On a fait beaucoup de choses en 5 ans, même plus que ça, 8 ans, hein, depuis la création. Mais il y a eu une véritable accélération quand on a eu notre premier permis. Donc on a obtenu des permis, on a racheté une flotte d'appareils de forage qu'on a staffé, qu'on a mis au travail. On a eu la confiance de nos partenaires étatiques, industriels, financiers. On a lancé des sismiques comme jamais l'État français ne l'a vu, de la bouche de la DGEC, donc qui est l'administration centrale. Jamais ils ont vu un acteur comme Arverne s'engager comme ils l'ont dit, c'est-à-dire engager des ressources humaines, financières, à la hauteur des promesses. Quand on obtient un permis, c'est sur la base de promesses financières, techniques et de développement. Donc on a tout de suite fait de la sismique avec des réflexes de pétroliers et derrière avec des réflexes d'industriels au moment où nous sommes entrés dans la phase pré-industrielle et bientôt industrielle. Donc maintenant est venue l'heure de la conquête commerciale. Donc on passe là la main à des gens qui sont pas forcément issus de mon univers, comme vous l'a expliqué Thierry. Il reste beaucoup de choses à faire. Sans dire qu'on est dans la dernière ligne droite, parce que c'est même si en fait la ligne droite est longue, donc, mais on a pris pas mal de virages à grande vitesse, qu'on a su maîtriser, qu'on a su contrôler, et maintenant il reste à délivrer sans incident, sans accident, sans surprise.
avec quand même des risques inhérents à chaque projet industriel, chaque projet énergétique comporte ces risques. Je pense qu'on vous a montré qu'on est capable de bien les maîtriser. Voilà. Donc, ce qui va se passer à partir de demain, c'est pas forcément le plus facile, mais en tout cas, ce qu'on peut vraiment aujourd'hui annoncer, au-delà des chiffres qu'a montré Christophe, qui sont quand même assez impressionnants, c'est le plus beau succès d'Alsace en termes de réalisation forage et de ce qu'on peut montrer dans la capacité qu'aura, enfin ce qu'a le ventre de l'Alsace, ce qu'il a dans le ventre, en fait, c'est assez impressionnant, mais il faut savoir le cibler, le taper, le forer. C'est ce qu'on a démontré. Maintenant, il va falloir le dupliquer, mais on considère que dans toute cette aventure industrielle, on a fait quand même une grosse part de dérisking. Donc maintenant, on va s'attacher de façon très simple, d'abord à renforcer notre capacité de forage, parce que sans forage, on est un petit peu comme sans bras, on ne veut pas aller sur les marchés, sous-traiter, c'est trop de risques, c'est trop de temps, c'est pas assez de maîtrise. Donc on va continuer à l'inverse, on va se renforcer avec des appareils neufs, nouvelle génération, plus safe, etc., plus efficaces. Donc on va continuer à dépenser du CAPEX là-dessus. C'est relativement facilement finançable autrement que par l'equity. Donc évidemment, on ne va pas utiliser toutes nos cartouches là-dessus, mais on continue. C'est important, autant sur la profonde que sur la surface. La partie géothermie, même s'il n'y a pas eu d'annonce sur des annonces phares sur les métriques de chaleur, etc., on ne peut pas le faire parce que la chaleur n'est pas homogène partout en France. Donc là, on s'est bien focalisé sur l'Alsace, mais on a aussi des très beaux résultats sur Safran en termes de ressources, donc auxquels on a contribué, sur ADP et autres. Là, nos premiers succès qu'on annoncera, ils seront commerciaux, bien que ce soit à chaque fois aussi des succès techniques. Donc on va vous donner des chiffres qui seront des étapes plutôt commerciales où on va signer nos premiers contrats qui seront la preuve du concept, d'un concept qui a besoin, qui a faim de géothermie. Les réseaux de chaleur ne se passeront pas de géothermie. Impossible. La biomasse ne fera pas le job. Il y a 1600 réseaux de chaleur en France. Je crois objectivé en 2045. Il y en a 900 aujourd'hui. Ça fait beaucoup de réseaux de chaleur sur des villes de plus de 30 000 habitants, je crois. Mais il y a tout ce qu'il y a derrière, à moins de 30 000 habitants, qu'on va aussi regarder sur des mini-réseaux de chaleur. Les réseaux de chaleur ne se passeront pas de la géothermie, c'est impossible. Sinon, il y aura du gaz. Donc là, on rentre dans une autre logique qu'on veut évidemment pas. Donc ça, c'est nous. C'est Arverne Chaleur et Froid. Et donc là, les premières annonces vont arriver sur la signature des contrats. Et puis, Christophe l'a dit, on a réussi. Je pense qu'il faut savoir le dire, on a réussi cette première phase. On dit, on prouve. Et maintenant, on va essayer de prouver la deuxième phase, qui est pas simple non plus. Mais s'il n'y avait pas eu ce que vous avez vu, ça aurait été encore différent. Pas perdu, mais différent. Donc là, voilà, on suit notre feuille de route. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est le plus important. C'est que ce qu'on vous avait raconté comme histoire et qui pouvait paraître une histoire, c'est concrétisé c'est matérialisé de façon très concrète, avec des chiffres qui sont pas les nôtres, ça sort des labos, ça sort du puits, et donc aujourd'hui on a un vrai succès qui est une première française, qui est une première européenne, dont nous pouvons tous nous féliciter et pour lequel encore une fois je remercie toutes les parties prenantes contributrices à ce projet. Alors maintenant on va passer sur la roadmap et je crois que c'est plus moi. Comme tu veux. Vas-y. Donc effectivement, la roadmap et les objectifs qu'on s'est fixés donc à court terme et puis à moyen long terme, forts effectivement de tous ces jalons qui ont déjà été franchis, qui étaient absolument critiques, qui sont maintenant derrière nous. Notre objectif, il est multiple. Sur la partie chaleur et froid, effectivement, comme le disait Pierre, le succès il sera commercial. Et aujourd'hui, on a comme objectif en 2026 de sécuriser 400 millions d'euros de contrats long terme dès donc les mois qui arrivent. Sur le volet industriel, on vous l'a dit, on a un premier puits avec des très beaux résultats. Il va falloir maintenant forer le second, les mettre en circulation, installer le démonstrateur DLE dessus. Donc il y a toute cette phase qui va arriver sur le site alsacien et qui, on l'espère, sera aussi successful que cette première étape de puits.
Sur le volet financier, il va falloir évidemment financer le déploiement de ces CAPEX-là, prévoir la suite. Ça aussi, ce sera pour 2026. Et puis toujours, parce que c'est le socle essentiel, la raison d'être d'Arverne n'existe pas, il faudra continuer à concrétiser nos objectifs d'entreprise à mission sur 2026. Donc aujourd'hui, nous réaffirmons une première production de chaleur géothermale en 2027, une première production de lithium géothermal en 2028 et des ambitions à horizon 2031-2033 de 27 000 tonnes de lithium carbonate par an et de 4 TWh de chaleur géothermale produite. Et puis, parce que donc sans le financement, tout ça n'existe pas, on a une dernière annonce à vous faire aujourd'hui, qui est la première étape de ce plan de financement 2026. On a la chance aujourd'hui d'avoir de nouveau la confiance renouvelée de nos actionnaires historiques, donc ADEME Investissement, Eiffel et Crédit Mutuel Equity, qui sont là depuis le début et qui nous renouvellent leur confiance au travers de l'émission d'un emprunt obligataire de 33 millions d'euros. Et aux côtés de ces actionnaires historiques, BPI France, qui, vous le savez, est rentré au capital en mai dernier et qui ici nous dit pas juste je suis rentré pour voir, mais je suis rentré pour y contribuer et qui souscrira majoritairement à cet emprunt obligataire. Donc on les remercie et à la fois c'est aussi voilà, la concrétisation du sérieux du projet qui continue de les convaincre. Et vous savez, c'est une première étape. On a aussi annoncé que Macquarie nous accompagnait et avait le mandat pour structurer le financement à venir sur Arverne. Donc on vous en dira plus dans les mois à venir sur ce volet-là aussi du financement. Ouais, on va s'arrêter là pour les annonces. Il faut en garder un petit peu sous le pied quand même pour les prochaines semaines, mais effectivement extrêmement, on se réjouit de la confiance que nous portent nos actionnaires historiques. Je les en remercie et je les en félicite. Je pense que c'est un bon choix, mais je les en remercie surtout. Donc ils ont été cités. On a vraiment énormément de chance de les avoir à nos côtés et la BPI en support depuis maintenant quelques mois et qui va nous permettre d'accélérer et de boucler on l'espère, un financement dans les... Voilà, enfin, la première étape d'un financement, vous l'avez vu, on a de gros besoins. Donc ce n'est qu'une étape. Mais pour aujourd'hui, je crois que ça fait déjà pas mal de matière. En résumé, pourquoi il nous semble intéressant de mettre en avant le sujet d'Arverne, vous l'avez là, on l'a déjà dit, je crois, tous, chacun à sa façon. D'abord, ça répond à des enjeux. Donc l'énergie, il y en aura toujours besoin, sinon le monde s'arrête. Et donc voilà, on se situe dans une niche. Donc on n'est pas allé concurrencer bêtement certaines choses qui marchaient bien, pour lesquelles on n'avait aucune chance. On s'est mis sur la niche de la chaleur. Et la chaleur géothermale, parce qu'on a l'expertise, parce qu'on a les outils, parce qu'on a les hommes. Et donc nous sommes bien implantés dans cette niche. Vous parlez à qui vous voulez dans les ministères ou les administrations, si vous dites géothermie, ils vous répondent Arverne. Ou en tout cas, ce sera quelque part. Donc on a réussi une première mission qui consistait à devenir crédible dans le monde de la chaleur, et notamment la chaleur verte. Nous sommes le seul acteur pure player des géothermies. Il y a des pure players, comme Accenta, sur la géothermie de surface. Il y a des acteurs, comme Engie, Dalkia, IDEX, Coriance, pour RCU à Strasbourg, pour la géothermie, enfin en tout cas pour la chaleur, ce qui ne fait pas d'eux des pure players. Donc nous avons cette force de nous ériger comme un acteur de référence intégré, vertical, structuré, organisé, financé, avec une ADN forte, une mission d'entreprise à mission qui n'en fait pas une société, encore une fois, détachée de ses objectifs premiers, qui sont de créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois, et être un marchepied, on va dire, utile pour la réindustrialisation du pays. Et donc en fait aussi pour des investissements dans d'autres secteurs. Sans énergie, il n'y aura pas grand-chose. On a un modèle à forte visibilité et à fort retour sur investissement. Voilà, évidemment, on est à disposition pour un certain nombre de détails, sachant que comme nous sommes sur Euronext, il y a aussi beaucoup d'informations publiques. Et donc un plan dont le nom a été signé Dualflow qui va nous permettre de voir une grosse accélération commerciale avec des forces vives dans les territoires. Nous embauchons à Clermont, à Bordeaux, à Paris, à Strasbourg. On n'est pas que en Alsace, on est partout où il y a des potentiels de géothermie.
Voilà, tout ça pour créer de la valeur, et puis pour le faire, si possible, avec le sourire, parce que c'est un beau projet, et qu'on est ravis de vous avoir présenté ce matin. Encore une fois, 1000 merci pour votre attention. C'était un peu long, on va laisser la place, j'espère, à quelques questions, si c'est prévu, et si on en a le temps. Merci aux équipes, et merci à vous. Bonjour, Élise Corbani, Bouvier Gestion. Moi, je me posais une question par rapport aux assurances liées au risque sismique. Donc, c'est plutôt pour le lithium. Est-ce que ça concerne aussi le risque de rupture de l'approvisionnement en chaleur? Admettons, s'il y a des contrats pour approvisionner une industrie locale et qu'on doit arrêter l'approvisionnement, ça peut engager quand même des coûts importants. Je me réponds. Alors là, ce sont des assurances spécifiques. Nous, ce dont Christophe vous parlait tout à l'heure, c'est vraiment les assurances aux bornes du projet, avec les conséquences que ça peut avoir dans le territoire pour les concitoyens qui sont autour du projet. Après, le type d'écueil que vous décrivez là, c'est d'autres modalités assurantielles, effectivement, où il peut y avoir des assurances type perte d'exploitation, ce type de choses qui seront mises en place, mais qui seront mises en place, j'ai envie de dire, dans un accord bilatéral avec l'industriel avec qui on contracterait. Voilà. Bonjour à tous, Auguste Derix, Kepler-Chevreux. J'avais deux questions. La première, c'est dans le financement. Est-ce que vous prévoyez de faire du farm down, donc de vendre une partie de certains projets pour financer d'autres projets? Et la deuxième question, elle est plutôt sur savoir à quel moment de votre développement industriel vous pensez que ça peut être stratégique de se vendre à un plus grand groupe, utilities ou majors? Aujourd'hui, non. Pas de plan de ce que vous appelez le farm down, c'est-à-dire l'entrée d'un partenaire dans les permis directement, pour des raisons assez simples. On a gagné ces permis, on va en faire l'exploration pour certains, on va commencer l'exploitation pour d'autres. C'est là où on va créer un maximum de valeur. Donc des partages de licences aujourd'hui, même s'il reste envisageable à l'avenir, parce que c'est le jeu de ce type de montage, n'est pas envisagé à court ou moyen terme. La deuxième question, oui, encore une fois, il faut rester totalement... nous, on n'a pas de dogme sur la façon dont, dans quelques années ou quelques décennies, parce que là aussi, on ne parle pas de tout de suite, la société va croître et va perdurer. Donc, est-ce que ce sera en association avec d'autres, et notamment des gros players, des majors? Pourquoi pas? Aujourd'hui, on est quand même sur un modèle où on est très novateur. On va créer énormément de valeur. On est sur des modèles aussi qui posent beaucoup de questions au bon sens du terme à des majors. On voit que Exxon a pris des permis en Allemagne, que tout ce qui est lithium géothermal aux US avec Equinor, mais pas que, dans le Salton Sea, attire des convoitises. Il y a des choses qui se passent au UK, dans les Cornouailles. Il y a Vulcan qui vient d'annoncer un financement de plus de 2 milliards. Évidemment, ça va attirer l'attention. Aujourd'hui, les gros travaillent moins sur l'amont, mais ont une taille de chéquier qui leur permet de racheter des sociétés. Est-ce qu'on fera le pas? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce n'est pas une question qu'on se pose, mais ce serait bon signe dans quelques années. Donc, évidemment, aujourd'hui, pas de réponse possible. On ne travaille pas sur ce genre de sujet aujourd'hui. Dominique Chauvin, prospectiviste. Merci pour cette présentation tout à fait intéressante et je souscris complètement à votre démarche. Mais vous n'avez pas parlé de la concurrence à laquelle vous pouvez être confronté. Alors je ne parle pas de la concurrence dans votre filière, dans votre secteur industriel, mais je parle de la concurrence parmi les autres énergies. Alors vous avez bien mentionné l'électricité, la biomasse, le gaz, peut-être le charbon, etc., mais ce n'est pas le sujet. La vraie question qui va se poser à terme pour la chaleur,
ça va être, de mon point de vue, les SMR thermiques. Et ces SMR thermiques vont adresser 3 sujets. D'abord, la chaleur haute température pour l'industrie, jusqu'à 500 degrés. La chaleur, pour les réseaux de chaleur, la chaleur domestique. Et il y a déjà des projets en Finlande et en Suède. Et puis la cogénération avec l'électricité, comme le SMR de Newar de EDF. Alors évidemment, en 2035, il y aura très peu de térawattheures de SMR thermique. Mais par contre, en 2045, on peut s'interroger s'il n'y en aura pas beaucoup, d'autant plus que la concurrence, elle sera frontale, en ce sens que c'est local, ça va être dans les territoires, ça va, comme vous, adresser des réseaux de chaleur, mais pas des grands réseaux de chaleur, des petits réseaux de chaleur. Et ça va surtout être une industrie qui va se développer en usine. Alors, je voudrais terminer par une note philosophique. Vous avez abordé la dualité entre énergie et industrie en disant que c'était l'énergie qui tirait l'industrie. Alors, c'était vrai dans le temps. Les 30 Glorieuses sont venues de ce phénomène. Mais dans le futur, on peut s'interroger si ce n'est pas l'industrie qui va tirer l'énergie, en ce sens que l'énergie sera fabriquée en usine comme on fabrique des voitures. Alors bien sûr, il faudra des ressources, mais la dimension de l'énergie sera profondément industrielle. J'ai écrit une tribune qui est parue dans le journal La Tribune pour expliquer ça. Et en matière de géothermie, le paradoxe, c'est que votre enjeu, il est essentiellement industriel, puisque la ressource, qui est la chaleur, n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est d'aller la récupérer, d'aller la distribuer. C'est donc un sujet profondément industriel. Merci, monsieur, pour cet éclairage. Sur Jimmy, nous avons un partenariat. Donc, Jimmy, c'est une des catégories de SMR qui fait de la chaleur. Et donc, nous avons plus qu'un partenariat, une sorte de club de chaleur souveraine décarbonée. Sachant que, s'agissant des SMR, elle n'est pas renouvelable. Donc il y a une case qui manque. Pour autant, vous avez raison, c'est des concurrents, mais je les vois plutôt comme des compléments. Il va y avoir de tels besoins de chaleur et de tels besoins de décarboner que les 400 TWh de gaz, c'est ni la géothermie à 100%, ni les SMR à 100%. La grosse différence entre les SMR et la géothermie, c'est que la géothermie, on est sur des modèles totalement éprouvés, alors que les SMR, il reste quasiment tout à prouver. Donc il y a des briques techno qui sont loin d'être validées, et donc ça fait de nous, ça nous donne une sorte d'avance, non pas concurrentielle, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit concurrent. Aujourd'hui, on est des compléments. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, ce qui est très important pour nous, et là, c'est un vrai sujet, je pense, alors je ne dis pas qui est favorable, mais c'est l'adhésion. On voit aujourd'hui qu'il ne se passera pas grand-chose, parce qu'il y a beaucoup le principe de précaution en France a fait que, et puis la question d'adhésion des territoires qui est tout à fait légitime, il faut que notre projet plaise au final. C'est pas simplement qu'on va faire le forcing. Et donc ce que montrait Christophe avec la façon dont on aborde les territoires, dont on arrive à expliquer, dont on rend le sous-sol abordable par une espèce de fresque où on leur montre ce qui se passe, comment ça se produit, pourquoi il y a eu déjà des décennies, voire même des siècles d'exploitation sans problème. En touchant du doigt ce qui existe déjà. Ça, les SMR ne peuvent pas le faire. Et à la question, pour tout un chacun, préférez-vous un réacteur nucléaire, même s'il est miniature, ou un puits de géothermie dans votre jardin, je vous laisse répondre. Je n'ai pas la réponse, mais la question de l'adhésion sera fondamentale. Pour moi, c'est un complément, le SMR. Bonjour, en fait. Tout d'abord, bravo en fait pour les résultats de qualité tant opérationnels que technologiques, en fait, avec tout ce qui se passe sur Lithium de France. Et maintenant que vous avez obtenu en fait les subventions, vous avez les moyens en fait pour effectivement enclencher ce modèle intégré. À un moment donné, vous avez évoqué l'achat de rigs supplémentaires. Et c'était juste pour avoir une idée, en fait, quels sont
quels sont les objectifs dans ce sens-là. Et également, en fait, puisqu'on on va déployer le modèle de la géothermie en termes de montée en cadence de doubler, comment ça devrait se passer pour les quelques prochaines années sans que ça soit ressemble à une guidance parce que vous n'en avez pas donné une. Merci pour cette question. Alors, pour ce qui est de l'augmentation de notre flotte, effectivement, alors, l'avantage qu'on a, et c'est tout le bénéfice aussi d'avoir cette joint venture avec Eric Necht dont Loïc vous parlait, c'est qu'effectivement on a un accès un peu plus direct, en tout cas facilité, à un constructeur de rig qui peut effectivement travailler pour nous. On commandera ces nouveaux rigs dès lors qu'évidemment on aura du business en face, donc toujours dans l'objectif d'associer au maximum le décaissement de cash avec la génération de revenus futurs. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir un nouveau rig à horizon 2027 et un suivant à horizon 2031. Pour ce qui est de la montée en charge de la chaleur et du froid, Grégory vous l'a présenté. Aujourd'hui, nos objectifs, donc c'est une première chaleur en 2027. Effectivement, je vais redire ce qu'on a déjà dit, Eneta. C'est ensuite 4 TWh produits à horizon 2031-2033, dont 2 TWh exclusivement sur la BU chaleur et froid, donc hors Alsace. Et puis c'est 50 projets qui seront déployés sur 10 ans, tout ça dans un portefeuille évidemment de bien plus large, parce qu'on ne prévoit pas de convertir 100% de notre portefeuille en projets concrets. On sait très bien qu'il y aura un peu de déperdition au milieu. Donc c'est dans ce portefeuille de 100 projets, l'objectif est d'en déployer 50 sur les 10 prochaines années. Et sur le portefeuille de 150 millions d'euros en fait, sur 30 ans, enfin, la montée en... Alors les 150 millions d'euros sur 30 ans, c'est un projet, représente 150 millions d'euros sur 30 ans. Donc on en déploiera 30 d'ici 2031-2033, et puis 50 à horizon 10 ans. Et notre objectif aujourd'hui, c'est que chacun de ces projets soit dimensionné sur un revenu entre 140 millions et 150 millions chacun. Voilà. Pas d'autres questions ? Il y a un sujet très intéressant, c'est le lithium, évidemment. Est-ce que j'ai bien compris que le prototype que vous avez donc mis en œuvre, il est à l'échelle 1/100 de l'usine qui viendra derrière? Et si c'est le cas, quelle est la masse d'eau que vous allez traiter? Parce que quand j'ai vu le chiffre, est-ce que la masse d'eau que vous allez traiter dans l'usine va être de l'ordre de 30 000 m3 jour? Quel est l'ordre de grandeur de la masse d'eau que vous devez traiter? Et du coup, la question subsidiaire, si je comprends qu'il y a 180 ppm de lithium, et la question subsidiaire, quel va être le montant des coûts opératoires d'une telle usine? Alors, la force du modèle, en fait, c'est que l'extraction de lithium se fait sur site, sur le site d'extraction. En ce sens, on va avoir une circulation, en fait, de cette eau géothermale, qui va d'abord passer vers l'échangeur thermique pour alimenter le territoire. Mais en fait, on va récupérer quasiment 100% de l'eau qu'on va venir réinjecter dans le sous-sol. Donc en cela, de toute façon, c'est un élément qui est extrêmement important puisqu'on doit respecter les équilibres géologiques justement pour ne pas fragiliser le sous-sol. Voilà. Et ensuite, sur la partie usine de transformation, c'est ce que vous posiez comme question aussi, c'est ça ? Non, ma question, c'est quel volume d'eau vous allez brasser pour récupérer ces 180 ppm ? C'est 275 m3. Voilà. Et peut-être du coup en complément sur le coût d'exploitation, effectivement je ne l'ai pas redit, si ce n'est de dire qu'on était dans le premier quartile, c'est qu'aujourd'hui les chiffres de la PFS c'est 4 500 € la tonne du coût d'exploitation. Bonjour, merci pour la présentation. Sacha Bienovic de Sustainable Development Capital. Par rapport à votre activité justement forage et travaux,
quelle est la répartition, grosso modo, que vous visez entre travaux justement pour compte de tiers et travaux pour compte propre? Et parce qu'effectivement, il y a beaucoup de synergies, comme vous l'avez souligné, qui sont à réaliser par rapport aux différentes business units. Et c'est intéressant de savoir comment vous comptez positionner celles-ci à terme. Merci. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est bien que cette filiale-là, Forage et Travaux, soit au service des deux autres, c'est-à-dire à la fois du projet Lithium de France et des Chaleurs et Froid. Donc c'est d'avoir une majorité effectivement de cette flotte qui est positionnée en interne. Mais je ne vais pas dire exclusivement, parce que d'une part, ça nous permet aussi d'absorber de potentielles opportunités dans le calendrier, de se dire on va en fait aller forer pour un tiers. Et d'autre part, ça nous permet aussi de nous assurer qu'on est constamment au standard à la fois technique et de marché, puisqu'on sait aussi qu'on pourrait sinon être dans une sorte de confort à ne travailler que pour notre propre compte, et donc d'aller se confronter aussi au marché tiers de façon récurrente tout au long du déploiement du projet, c'est quelque chose qui nous semble être de valeur pour le projet en lui-même. Donc majoritairement en interne, mais de façon à l'opportunité effectivement de toujours continuer à avoir ce pied-là dans le marché. No more. Bon, une dernière. Allez-y. Non, pas une dernière d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ceux qui veulent. Le lithium me passionne. Vous allez produire du carbonate de lithium. Comment ça se compare avec 27 000 tonnes par an? Comment ça va se comparer avec les 34 000 tonnes par an d'hydroxyde de lithium de Amélie, le projet d'Imerys? Les volumes sont presque comparables. C'est l'économie qui va faire, à mon avis, la différence, mais ce n'est pas le même produit, tout à fait, puisque d'un côté, c'est du carbonate, de l'autre côté, c'est de l'hydroxyde. Est-ce qu'il y a donc un traitement aval pour arriver au produit de la batterie? Et entre les deux, y a-t-il une différence? Je me risque, mais Christophe ou d'autres... alors, bien sûr, ce n'est pas le même produit, sachant qu'il y en a un qui est réversible et pas l'autre. On peut faire de l'hydroxyde à partir du carbonate, mais pas l'inverse. Nous avons fait le choix du carbonate aujourd'hui. C'est un choix qui est principalement dicté par la vision que nous avons du marché, donc des constructeurs de cathodes, des constructeurs de batteries, sachant qu'il y a une différence principalement sur la taille de batterie, NMC, LFP, la typologie de batterie qui utilise du carbonate ou de l'hydroxyde. Donc c'est un choix industriel, technique évidemment et financier, que nous faisons assez en amont et qui derrière va conditionner et donc restreindre, on va dire, un certain nombre de nos choix. Aujourd'hui, on est dans un marché qui n'est pas figé, loin de là. On le voit, les décisions des OEM, enfin des constructeurs automobiles, peuvent encore varier. Donc on se donne de la flexibilité, mais on est d'accord, c'est pas le même produit, c'est pas la même façon de le transformer, c'est pas le même coût à la fin. Donc c'est une décision industrielle. Je peux rajouter aussi à ça que aujourd'hui le marché tel qu'il existe aujourd'hui, la demande c'est 80% de carbonate dans le monde. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est allé vers ce choix-là, qui ouvre quand même beaucoup plus de perspectives. La réalité aujourd'hui, c'est que toutes les nouvelles normes de batteries qui arrivent sur le marché et dont on pense qu'elles seront les successeuses aux batteries actuelles, notamment solid state, etc., elles utilisent du carbonate. Donc encore là, en termes de potentiel, on a préféré sécuriser le carbonate. Bien, merci beaucoup à vous d'être venus, merci aux organisateurs, merci à l'équipe. Et donc, à très bientôt.